Bonjour à vous Bachir, bonjour à tous les panélistes et surtout bonjour à nos nombreux téléspectateurs, c'est eux qui font Afrique Média. Bachir, effectivement, je vais vous parler de l'arrivée dans la campagne présidentielle américaine du troisième Bush, le petit frère Jeb. Je vais également vous parler de l'oligarchie qui domine l'Empire américain. Et il y aura aussi Bachir, parce que les dossiers sont liés. Quelques mots sur la récent dossier réouvert par Obama avec Cuba, parce qu'il a des implications directes dans la campagne présidentielle. Donc, le troisième Bush, Bush 3, John Ellis Bush, dit Jeb, vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle américaine. Ce n'est pas une surprise puisque c'est un événement qui était annoncé depuis plus de 6 mois maintenant. Qu'est-ce qu'on constate évidemment? C'est qu'une dynastie politique, à la fois des affaires, puisque les Bush sont une famille de pétroliers, et de politiciens, va une fois de plus se présenter et espère remporter la présidentielle américaine. Ce serait la première fois que 3 membres d'une même famille occuperaient successivement la présidence américaine. Derrière Jeb Bush, il y a évidemment toute la famille Bush, il y a son frère George Walker Bush, George le second, et il y a évidemment tout l'appareil radical du Parti républicain. Nous ne devons pas nous laisser tromper par la présentation qui a été faite par la presse occidentale et américaine. Jeb Bush n'est pas, comme on le présente, un centriste ou un modéré. C'est un néoconservateur comme son frère. Il a en 2000 signé le manifeste pour un 21e siècle américain du principal think tank des néoconservateurs américains, le PNAC. Et donc, c'est quelqu'un dont les idées sont exactement dans la ligne de son frère. Ajoutons que derrière sa campagne politique, il y a le fameux Karl Rove, celui qu'on appelle le spin doctor. Spin doctor, c'est un terme américain qui veut dire le cerveau en fait. C'est l'homme qui a organisé les campagnes électorales de George Bush, qu'il a fait élire à 2 reprises. C'est un spécialiste de la manipulation de l'opinion publique, des sondages, mais aussi de la fraude électorale. Nous allons y revenir. Quelle a été la carrière de Jeb Bush? C'est très simple. Il est connu pour avoir été à plusieurs reprises gouverneur de Floride, en particulier pendant la période 1999-2007. C'est, on le notera, en Floride, qu'a été organisée à une grande échelle la fraude électorale, notamment en manipulant les fameuses machines à voter, et qui ont permis à 2 reprises à George Bush de l'emporter, alors que son rival démocrate à l'élection présidentielle avait plus de voix que lui. Le système américain le permet parce que l'élection présidentielle n'est pas une élection directe au suffrage universel, au contraire, les électeurs élisent de grands électeurs par État. Dans certains États, on peut, avec moins de la majorité, remporter la majorité de ces grands électeurs, et certains États sont des États clés, comme la Floride. Derrière la famille Bush, évidemment, il y a une famille qui a commencé sa fortune en collaborant avec l'Allemagne nazie. Le prédécesseur, l'ancêtre de la famille, Prescott Bush, ça a été un des grands financiers du Troisième Reich. C'est notamment lui qui, pendant la guerre, au début de la guerre, a commencé à commercialiser l'or provenant des confiscations sur les Juifs en Europe orientale, et une grande partie de ces immenses quantités d'or venaient des dents en or arrachées sur les cadavres avant leur entrée dans les chambres à gaz et dans les charniers d'extermination. À la fin de la guerre, George Bush n'a pas eu d'ennui. Il a été cité simplement dans une commission parlementaire. La famille s'est alors investie au Texas dans le pétrole et elle est devenue ces grands pétroliers que l'on connaît, qui travaillent notamment avec Exxon, avec Shell, etc. C'est sur cette fortune que s'est basée l'élection du père Bush, c'est-à-dire George Prescott Bush, vous noterez le prénom, qui a été directeur de la CIA
puis président des États-Unis, puis le frère George Walker Bush, et maintenant le petit frère Jeb Bush. On notera, pour savoir le respect dans lequel est entouré celui qui a fondé la fortune de la famille, Prescott Bush, en se salissant les mains, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, l'un des fils de Jeb Bush s'appelle lui aussi Prescott. Voilà, vous avez résumé le problème. La Floride est évidemment importante dans la carrière de Jeb Bush et elle va aussi être un enjeu de la prochaine présidentielle américaine. C'est la raison, et je vais dire un mot qui va un tout petit peu déflorer un des sujets du débat, c'est une des raisons pour lesquelles Obama sourit maintenant à Cuba. La majorité des Cubains qui sont réfugiés aux États-Unis sont concentrés en Floride et singulièrement à Miami, qui est leur base arrière. Et cet électorat est évidemment un électorat disputé, puisque la Floride est un État où se décide l'élection du président. Il faut savoir que ce n'est pas nouveau. Ça a été le cas à 2 reprises avec George Bush en 2000 et 2004. Mais également, vous devez le savoir, c'est déjà là-bas qu'en 1960, la famille Kennedy a acheté par l'intermédiaire de la mafia une partie des votes et que John Kennedy a pu être élu, lui aussi dans des conditions douceuses comme George Bush. Voilà pourquoi l'électorat de la Floride cubain est très disputé. Il faut savoir que le temps a passé et l'électorat cubain en Floride est divisé en gros en 2 ailes. Il y a l'aile la plus âgée, elle est acquise au Parti républicain. C'est celle qui hurle à la trahison maintenant contre Obama. Mais il y a également une aile jeune, ce sont des gens d'origine cubaine mais qui sont nés aux États-Unis ou qui s'y ont arrivés petits-enfants. Et évidemment, ces réfugiés ne sont pas concernés par les enjeux politiques des parents. C'est un électorat à prendre et c'est celui-là que le Parti démocrate, via l'initiative d'Obama, évidemment, vise dans cette affaire. Évidemment, l'arrière-plan de tout cela, c'est cette oligarchie qui dirige les États-Unis. C'est une oligarchie constituée de membres non seulement de l'establishment politique, mais du monde de la finance, mais du monde des médias, mais du monde du show business. Cette tendance a commencé dès les années 60. Les 4 courants de la classe dirigeante sont très mêlés. Et maintenant, cette façon de faire de la politique au travers des alliances et des dynasties bourgeoises a conquis la vieille Europe. Le parlementarisme bourgeois de type occidental est à l'agonie à cause de ces pratiques, puisqu'on n'est plus dans des démocraties, mais des oligarchies où le vote repose sur la fortune personnelle. Tous les candidats à la campagne présidentielle américaine ont été des milliardaires ou des multimillionnaires, Obama l'étant par sa femme Michelle qui a fait fortune dans les hôpitaux. Mais ça ne s'arrête pas là, évidemment. Il faut quand même constater que l'argent achète la politique. Les subsides qui ne sont donnés qu'à des candidats riches par d'autres riches faussent évidemment le jeu électoral et ça a évidemment envahi l'Europe. Nous allons prendre simplement le cas de la France. On voit Sarkozy marier une chanteuse. On voit Hollande qui a pour maîtresse une journaliste de Paris Match, puis évidemment qui a pour maîtresse une actrice. On voit des dynasties bourgeoises que représente par exemple Martine Aubry, que représentent d'autres. Et l'exemple le plus caricatural en France, c'est des gens, c'est une escroquerie politique évidemment, qui prétendent représenter une alternative politique, c'est le clan Le Pen, puisque le père, la fille, la petite-fille, avec leurs concubins, avec leurs maris, avec leurs associés qui sont souvent des couples homosexuels, comme un récent scandale vient de le rencontrer, eh bien, ce petit clan truste un parti politique qui fait quand même, évidemment, une grande partie de l'électorat actuel. Des exemples comme ça, on en trouve des dizaines dans tous les pays européens, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Le parlementarisme bourgeois occidental est-il soluble dans le népotisme et l'oligarchie financière? La réponse est évidemment oui. Et c'est pour ça qu'on lui donne, c'est mon analyse, peu de chances de survivre au XXIe siècle.